Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à cette journée de présentation Salle de monde virtuelle Pouce Carré du 19 août 2022. On est vraiment content de vous retrouver pour cette journée qui est consacrée à la présentation d'ouvrages qui s'adressent à des jeunes du niveau secondaire. Vous allez voir, il y a un petit peu de fin élémentaire, intermédiaire, secondaire. Des fois, il y a des groupes d'âge où ça peut être assez poreux. Donc, on va vous présenter des titres qui peuvent s'adresser aux jeunes, là. Je dirais dans certains cas à partir de 10 ans. Donc, et plus. Et même jusqu'à la fin du secondaire, vous allez voir, on va avoir des livres là, pour les plus vieux. Je m'appelle Anne-Marie Fortin, je suis en compagnie de Nicolas Aumet. On est les deux propriétaires, fondateurs, directeurs généraux. Bref, on a inventé Pouce Carré cette année au mois de février-mars. On a lancé notre compagnie. Et on est à déjà notre troisième journée de salle de montre virtuelle. On fait beaucoup de présentations aussi directement dans les centres de services, dans les écoles, dans les services aux collectivités des librairies. Et dans le fond, Pouce Carré, c'est une compagnie qui est mandatée par des maisons d'édition ou de distribution ou de diffusion pour faire la représentation des livres auprès des institutions scolaires. Quand on a lancé notre compagnie, Nicolas et moi, on a constaté qu'il y avait souvent un lien manquant entre ceux qui font les livres et ceux qui reçoivent les livres, dans le fond, dans les écoles. Et l'objectif de Pouce Carré, c'était de faire ce lien-là, donc d'établir la relation. Puis nous, notre job, grosso modo, c'est de lire, 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 lire. C'est bien belle fun. On s'est inventé ça comme travail. Donc, on lit, on lit, on lit, on lit des livres. On imagine comment ces livres-là pourraient être utilisés en salle de classe, évidemment avec la connaissance des différents programmes, la connaissance des réalités aussi dans les milieux francophones minoritaires hors Québec. Et bien, on vous présente ces ouvrages-là avec notre intérêt, notre passion, notre folie. Et vous allez voir, Nicolas et moi, on est assez complémentaires. Donc, on s'interrompt un peu ici, on rajoute des informations sur ce que l'autre a dit là. L'idée, c'est d'avoir vraiment une conversation puis que ce soit sympathique, là. Donc, on vous invite aussi en cours de route, si vous avez déjà rencontré les livres qu'on va vous présenter puis que vous avez envie de parler de votre expérience, vous êtes toujours les bienvenus à prendre la parole. Je vais laisser Nicolas se présenter par la suite, mais je vous dis un petit mot rapidement sur moi. Donc, je suis Anne-Marie Fortin, je travaille dans le milieu du livre depuis une quinzaine d'années. J'ai été un petit peu partout, donc travaillé en librairie, maison d'édition, à la production, à l'édition, organisme communautaire pour faire la promotion de la lecture. Et donc, depuis 15 ans, on roule notre boss dans le milieu du livre et de la littérature jeunesse. J'ai aussi écrit un album qui s'appelle Mon beau potager, qui a été publié aux éditions de l'Isatis. Alors, première présentation aujourd'hui, on va parler des éditions Fides et des éditions La Presse. Et je vais tout de suite donner la parole à Nicolas qui pourra lui-même se présenter puis vous présenter les premiers ouvrages de la journée. Merci beaucoup, Anne-Marie. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureux de vous voir parmi nous ou encore parmi nous. Anne, toujours fidèle au poste, j'adore. D'ailleurs, vous allez voir, on va peut-être intervenir entre nous et c'est ça que j'aime quand on est... je me présente, Nicolas, mais dans la vie, je suis auteur, traducteur, évidemment, tout ce qu'Anne-Marie vous a dit pour Pouce Carré. Je suis aussi conférencier dans certaines universités du pays. Et dans une université, quand ça donne dans un auditorium, bien surtout que c'est l'âge des étudiants, des fois, il y a des questions timides qui sont jamais posées parce qu'on n'ose pas. Alors, quand on a un petit groupe comme ça nous permet de faire salon un peu et puis d'échanger à travers le tout. Alors, vu qu'on fait salon, ça veut dire qu'on est des amis. Je vais vous parler d'un des miens. On est au secondaire, puis j'ai dit, bang, je vais commencer avec un album, déjà pour démocratiser l'album avec les plus vieux. Puis honnêtement, tu finis le secondaire, là, vous le savez, avec un peu de recul, ben, en tout cas, le plus tu vieillis, le plus tu as du recul. À 12, 14 ans, l'album, tu n'es pas obligé d'aller dans des albums. Puis, il y a des albums considérés jeunesse qui fonctionnent très, très bien. Encore faut-il savoir lire d'avance et peut-être préparer des pistes d'exploitation. C'est pour ça qu'on est ici. L'album peut se servir tant au présco, au primaire, au collégial, à l'université. C'est enseigné à l'université dans des cours de didactique justement pour que ça devienne un outil d'enseignement. Que vous soyez enseignant bibliothécaire, conseillère pédagogique,
les outils, les albums pour les plus vieux deviennent de véritables outils de travail pour vous et c'est une mine d'or. Il y en a plusieurs. La presse ne publie pas d'albums jeunesse. Et là, on se comprend bien que c'est les éditions de la presse, on ne parle pas du journal, parce que c'est même pas la même enveloppe budgétaire, je vous le dis tout de suite. Donc, les éditions de la presse, ils ne publiaient pas, puis pourtant, il y a beaucoup, puis vous doutez qu'il y a même des gens un peu connus qui demandaient aux éditions de la presse, j'aimerais que tu me publies, que tu me publies, que tu me publies. Je pense à... Non, je nommerai pas, on est enregistré. Alors, il y en a un, par contre, qui a écrit des livres qui ont tellement été percutants qu'on s'est dit, toi, un album, ça va, mais ça devient un conte de fiction, mais scientifique, écologique. Évidemment, à la presse, on retrouve Boucard Diouf, que vous connaissez sans doute. Boucard, qui est biologiste, océanographe, humoriste, conférencier. Il est arrivé ici du Sénégal en 1991. Et puis, pour un Sénégalais, avoir choisi Rimouski ou débarquer, il fallait le faire quand même. Et puis, après, il a enseigné à l'université la biologie. Et depuis quelque temps, il écrit. Il écrit pour la jeunesse et il nous offre ce livre qui est un album hors norme au Québec parce que c'est un format 12 par 11 qui est un grand format. Souvent, il y a des albums qui vont venir d'Europe qui ont ce format-là, mais au Québec, ça en fait peu d'albums comme ça. Et c'est le Bourlingueur de Matungua. Et déjà, je ne le ferai pas parce que je sais que vous êtes d'une intelligence supérieure, comme je dis tout le temps, mais c'est quoi un bourlingueur? Ou c'est quoi bourlinguer? Parce que déjà, si on ne saisit pas un titre puis qu'on commence à lire, n'est-ce pas, il faut bien faire les choses. Ce que vous voyez là, c'est illustré par François Tisdale, un illustrateur qui est, ma foi, assez bien connu dans plusieurs maisons d'édition, même à travers que ce soit le Canada francophone ou anglophone. Donc, c'est très beau ce qu'il a fait, mais cette illustration est partie de la seule photo d'enfant que Boucard avait de lui. C'est la seule photo qu'il y a de lui. Bon. Alors, on se dit, le bourlingueur, mais là, tu ouvres les pages de garde puis tu vois 2 hippopotames. Alors, je te présente Tam Tam et Hippolyte. C'est 2 ados hippos, parce qu'ils ont justement, c'est des adolescents. Donc, vous voyez, déjà, juste ça, au secondaire, il y a de quoi qui se passe. Mais là, je vais te le présenter et c'est d'une beauté, cet album. Le bourlingueur, oh, il est bien connu. Bien plus connu, je pense. On le voit souvent marcher seul dans les rues de la petite ville de Matungua. Tous les jours ou presque, il errait entre les berges du fleuve Rigalois et la place publique située au centre de la ville. Le bourlingueur empruntait les ruelles avant de s'arrêter sous les grands arbres pour se reposer quelques instants. Et on reprend la photo qui a fait la couverture. Chaque fois, au bout d'un moment, il revenait à son endroit préféré, non loin d'une petite famille d'hippopotames qui habitait le fleuve depuis toujours. Parmi ce groupe, on comptait un mâle gigantesque, quelques femelles, sans oublier les enfants et les ados hippos. Le bourlingueur de Matungua aimait s'asseoir sur un rocher, les yeux rivés sur les hippopotames qui s'amusaient sans trop se soucier de sa présence. Mais depuis le temps qu'il faisait ça, les habitants de la ville commençaient à se dire, il se prend-tu pour un hippopotame? Est-ce qu'il en serait un lui-même? Certains racontaient que le garçon, il se prenait réellement pour un hippopotame. Et voici sa grand-mère avec qui il habite. Puis là, je vais faire vite parce que on va regarder grand-maman. C'est magnifique, les illustrations. Et la quantité du texte c'est costaud. Un conte, pas obligé de le compter en 10 minutes. Hein? On peut s'en servir pendant une semaine de ce livre. On peut justement déguster à longue haleine et ça permet aux jeunes de comprendre ça aussi et de développer le plaisir
de se faire lire, la lecture à voix haute. La grand-mère, elle n'aimait pas du tout les hippopotames parce qu'elle accuse les hippopotames d'avoir causé la disparition en mer, mais dans la rivière, des parents pêcheurs du bourlingueur. Sa grand-mère, elle ne l'appelle pas le bourlingueur. C'est la seule qui l'appelle par son prénom. Il est beau son prénom. C'est Zinali. Puis Zinali, des fois, puis il attend. Il dit, est-ce que mes parents vont revenir? Bon, avec le temps, il a compris que non. Puis quand la grand-mère, elle va avec lui devant les bords de la rivière, elle dit, animaux maudits, sifflait-elle souvent en toisant un attroupement d'hippopotames dans un tournant du fleuve. Mais Zinali ne disait rien. Puis tu vois, il se sentait impuissant, mais il les aimait quand même, les hippopotames. Donc, même si les hippopotames paraissent doux, ils peuvent devenir très agressifs. Et surtout, c'est que le soir, ils sortent de la rivière pour aller manger de l'herbe. Mais la ville qui s'est développée et les gens qui ont pris le American Dream et qui font des gazons, ben l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Hein? Ces brins d'herbe, l'herbe a l'air croquante. Donc, tu as deux, mais on dit toujours aux animaux, les hippopotames adultes disent toujours aux plus jeunes, vous restez proche du troupeau, on ne s'éloigne pas, sinon on va perdre notre chemin, on ne pourra pas retourner à la rivière. Évidemment, dit ça à des ados de ne pas s'éloigner du troupeau, ils font tout le contraire. Alors, Tam Tam et Hippolyte vont s'éloigner un peu trop loin, et là, le lendemain matin, ils se retrouvent en plein centre-ville, au cœur du centre-ville. Le maire, là, ils vont causer la cohue, et le maire de la ville, il dit aux policiers, prenez vos armes, et Zinali, quand il a vu le matin qu'il manquait 2 hippopotames, il vient à la ville, puis il dit au maire, il dit non, donnez-moi 30 minutes. Le maire dit, qu'est-ce que tu vas faire en 30 minutes? Il dit, donnez-moi 30 minutes, ne tuez pas ces bêtes. Il repart en courant, il revient avec une longue perche de bois, au bout de laquelle pend un panier en osier. Là, les gens de la ville, ils font, bon, non seulement il se prenait pour un hippopotame, mais il est complètement zinzin, cet enfant-là. Et magiquement, Tam Tam et Hippolyte vont coller leur narine sur le panier en osier et ils vont suivre Zinali jusqu'à la rivière Galois. Évidemment, tu as toute la procession des citoyens qui suivent parce qu'ils se demandent qu'est-ce qu'il y a dans ce panier magique-là. Nanana. Et c'est du caca. Et dans l'histoire, on se fait expliquer que l'odeur, bref, à cause de la digestion, tout ça, c'est très intelligent en même temps. Bref, grâce à un panier d'osier rempli de caca, Zinali a sauvé la pire catastrophe qui aurait pu arriver avec Tam Tam et Hippolyte. Et surtout, il va retourner au village où on va le rendre gardien en chef de la rivière et des hippopotames. Les années ont passé. Après plus de 90 ans à prendre soin de ses amis, les hippopotames, le vieux Zinali s'est éteint paisiblement dans sa maison située au bord de la rivière à Rigalois. C'est d'une beauté. Certains racontent que le jour de sa mort, tous les hippopotames du fleuve sont mystérieusement sortis pour se regrouper autour du rocher sur lequel il posait ses fesses depuis son enfance. Les habitants de Matungua ont compris leur geste. Les hippopotames offraient un dernier adieu à un membre adoré de leur famille, un homme bienfaisant, gentil et sage, qu'ils n'oublieront jamais, jamais. Vu qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'informations, mais les informations ne sont pas nécessairement décortiquées comme Boucard voulait les décortiquer à même le texte, ça aurait été bizarre. Donc, à la fin, il y a un dossier hippopotamesque qui vient de manière informative décrire ce que vous avez vu. Donc, la famille des hippos, c'est quoi? Gare à Lili Caca. Lili Caca, c'est parce que la queue fait comme un hélice et quand les hippopotames font leurs besoins, ben ça fait voler tout partout, mais il y a une raison pour ça. Je ne veux pas mourir de cacasphyxie. Ça, c'est un autre à lire. Vous êtes extrêmement fort. Ça aussi, il y aurait de quoi découvrir. À vue de nez, avoir un GPS dans les narines, justement, comment les sauvages font pour se diriger, se repérer. À la fin, vous avez aussi un questionnaire avec de courtes questions et réponses
assez amusant. Boucard a fait ce livre. En fait, on lui a demandé de faire ce livre parce qu'il avait fait paraître, une trilogie, cette fois de romans illustrés, vraiment pour fin primaire, mais surtout, je vais vous dire, secondaire, c'est servi beaucoup en secondaire, surtout secondaire 1 avec des cours d'écologie, secondaire 3 aussi avec la biologie, parce qu'on fait des jumelages dans le cours. Alors, c'est la série, alors je vous montre, Boucard raconte, ça c'est le 2. Et le premier, c'est le brunissement des baleines blanches. Déjà, c'est quoi le brunissement? Un peu comme le mot bourlingueur. S'il y a un mot dans un titre que vous pensez qu'il va porter à confusion, il faudrait déjà peut-être le décortiquer. Alors, on va parler d'une femelle beluga qui va être prise de sa famille. Elle va se réveiller dans un grand aquarium, dans un cirque, où elle va rencontrer Joe Groenland, qui est un phoque de cirque retraité, mais qui a fait les plus grands cirques du monde en Louisiane, un peu partout, et puis je pense le plus populaire. Son meilleur ami qui s'appelle le Cajun, qui est un écrevisse. Et aussi une dauphine qui, évidemment, attire le plus de gens dans le cirque aquatique parce que c'est un dauphin. Ils vont réussir à s'enfuir, mais quand tu retournes dans un monde sauvage, est-ce que tu es prêt à reprendre cette vie-là? Donc, ils vont chacun avoir une quête. C'est vraiment c'était des enfants, ça c'est un roman initiatique, vraiment, c'est un roman, une quête identitaire, une quête d'aventure. Dans le second, cette fois, c'est Joe Groenland qui revient pour la route du Grand Nord. Malheureusement, il ne sera plus avec son fidèle ami, le Cajun. Mais il va rencontrer d'autres personnages super originaux, dont un morse morose, un homard qui s'appelle Harvey, un narval. Et il va rencontrer une ours polaire qui s'appelle Jonathan Tenderbear. Mais c'est une ours polaire, mais elle s'appelle Jonathan Tenderbear et c'est une ours flexitarienne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être flexitarienne? Vous allez le découvrir dans le 3e, alors que c'est autour de justement Jonathan Tenderbear et la sagesse du corbeau, où cette fois on est dans le Grand Nord. On va parler des loups. Évidemment, les corbeaux, qu'est-ce qu'ils font dans le Nord? Eh bien, il y en a peut-être plus qu'on pense. C'est toujours François Teasdale qui illustre ces livres-là. Alors, Jonathan Tenderbear fait cette route après avoir perdu Joe Groenland qui venait de perdre son ami le Cajun. Il y a une suite logique dans aussi les relations amicales. Dans le livre, il y a toujours un jeune personnage qu'un des animaux adultes vont devoir aussi aider dans une quête. Souvent, ça va être un orphelin, par exemple, un orphelin beluga qui doit retrouver un troupeau ou qu'importe. Alors, Jonathan Tenderbear va aussi retrouver son frère, qui la dernière fois qu'il l'a vu, se faisait prendre dans un filet dans un hélicoptère. Elle n'a jamais revu son frère. Mais quelle direction prendre en premier pour trouver son frère? Donc, il y a un husky tireur de chien qui va l'aider. Il va avoir des meurtres de loups qu'elle va suivre. Il y a tellement de personnages qu'on rencontre dans cette trilogie-là qui nous fait retomber en amour avec le fleuve Saint-Laurent, dont Boucard est un grand amoureux. Et ça paraît. Les livres ne sont pas petits, c'est écrit serré. Il y a du texte, il y a de l'aventure, je vous le remonte. Là, les pages sont tellement glosses qu'il doit avoir un reflet épouvantable. Ceci dit, le format est génial pour tenir entre les mains. Avec des jeunes au secondaire, on a dit si les personnages, puis là, on regarde où tu t'es rendu dans le livre. Là, j'ai essayé de faire vite. Là. Donc, au début, on vous montre les personnages mentionnés dans l'histoire. Et quand ils font la route, vous allez vous rendre compte, là, j'essaie de faire vite, quand je fais vite, ça donne rien. Souvent, on va vous mettre une carte géographique où ça vous dit où vous êtes rendu à peu près dans votre périple. Et là, voici. Voici, eux, ça c'est la route du Nord, il faut qu'ils se rendent de là. Voici où ils sont rendus.
Là, ils viennent de partir des îles de la Madeleine. Ils ont passé par Terre-Neuve pour aller au détroit de Belle-Île. L'idée, c'est d'aller Labrador, détroit du Thon, Ivoudjouik et la baie du Thon. Maintenant, dans l'autre livre, on va se rendre dans le Grand Nord. Et là, l'activité qu'on a faite avec les jeunes, on s'est dit, si les personnages allaient à l'école dans ces différentes régions-là, chaque jeune prenait une région, faites des recherches, donc l'idée c'était d'aller chercher des documentaires, qu'est-ce qu'on trouverait dans la boîte à lunch de ce jeune-là pour le dîner? Ça demande de la recherche. Souvent, la réponse, malheureusement, pour certains, surtout dans le Grand Nord, c'était de la viande d'un des animaux retrouvés dans un des livres. Puis là, il faut l'expliquer ça. Et c'est là que ça devient intéressant et qu'on explique aussi la chaîne, la grande chaîne du monde animal. Je reviens juste pour terminer, puis encore là, elle ne va pas m'aimer parce que Anne, est-ce qu'on peut annoncer quelque chose autour de l'album? Alors, Boucard, qui n'aime pas nécessairement tous les événements mondains puis devoir parler, mais quand c'est pour les jeunes, il se prête au jeu. Alors, avec la générosité de Anne et Libérée Raffin, Anne, je te laisse peut-être nous l'annoncer. Bien, Boucard va être avec nous le 8 octobre à la place Versailles, à la fin de la place Versailles. J'aurai l'immense chance de lui poser des questions, quelques questions. Écoutez, mon cœur, juste en parler, mon cœur palpite, parce que plus vite que normal. Puis c'est ça, il va y avoir une séance de dédicace. L'illustrateur sera là aussi. Donc, à partir de 10h, de 10h à 10h20, sous forme d'entrevue, puis ensuite, des dédicaces où là, chaque personne présente pourra avoir un petit moment. Puis je suis sûre que ça va être quelque chose de privilégié. C'est ça. Le 8 octobre, 10h. C'est un rendez-vous pour celles qui peuvent y être. Les autres, c'est une évidence que Boucard se promène aussi avec d'autres activités et de plus en plus avec de plus en plus de livres. Donc, sans doute qu'on va pouvoir aller vous visiter et surtout manifester, nous, votre intérêt, si jamais il y a quelque chose à prévoir. La presse, avant d'avoir fait dans la fiction, ont eu... Oui, pardon. Excuse-moi, j'aimerais juste dire un mot sur l'album avant que tu continues. Parce que bon, tu as présenté l'album de Boucard, puis tu as présenté aussi les romans illustrés, on pourrait dire ça comme ça. Puis, je voulais juste vous raconter une petite anecdote parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à penser que l'album il est plus difficilement utilisable, disons, au secondaire, là. Puis, il y a, je ne sais pas, 1 an ou 2, je suis allée donner des conférences dans une école secondaire à Laval. Immense école, là, genre il y a 24 classes de secondaire 4. C'est une polyvalente gigantesque. Là. Puis, c'était tous des profs de secondaire 4, parce que quand ils ont 24 classes de secondaire 4, il y a vraiment beaucoup de profs de français en secondaire 4. Fait que j'étais capable de donner une formation juste pour les profs de secondaire 4, imaginez-vous. Donc, je me retrouve dans une classe, puis la formation, elle a lieu dans la classe d'une des profs, secondaire 4. Et je vois sur le bord du mur, là, proche des fenêtres, des grands bacs d'albums. Puis là, c'était juste avant ou après le temps des fêtes, là. Puis c'était tous des albums sur Noël. Mais tu sais, des albums qu'on lit à des enfants de 6, 7, 8, 9, 10 ans. Fait que je demande à la prof, pouvez-vous m'expliquer, tu sais, ces albums-là sur le bord de la fenêtre, c'est quoi? Pourquoi vous avez des albums dans la classe? Puis elle m'a expliqué qu'elle, elle faisait des emprunts massifs à la bibliothèque municipale. Elle avait une entente avec la bibliothèque municipale pour faire des emprunts massifs. Puis, à chaque mois, elle modifiait le lot d'albums qu'il y avait dans sa classe. Puis, les élèves, là, secondaire 4, là, je le répète encore, moi, ça m'épate, là, de, je ne sais pas, 16 ans à peu près, 15 ans, avaient le droit, quand ils avaient fini leurs travaux, quand ils avaient fini leur lecture, leur période de lecture, où leur livre était terminé, mais il n'y avait pas un autre livre à lire, ils avaient le droit d'aller prendre les albums qu'ils voulaient. Puis ces albums-là, ils n'étaient pas utilisés pour de l'évaluation. Ils n'étaient pas utilisés pour lire en groupe. Ils étaient utilisés juste pour que les grands ados puissent avoir des moments de répit en lisant des albums. Puis elle m'a dit, ça marche, tu n'as pas idée. Au début de l'année, c'est timide. Tu sais, je vais avoir l'air de quoi si je vais me chercher un album.
Puis à un moment donné, ils suggèrent des albums entre eux parce qu'ils sont capables d'apprécier la qualité des illustrations, le travail de recherche, le texte. Ils vont aller de plus en plus loin. Et évidemment, elle choisissait des albums qui avaient des fois des deuxième ou troisième niveaux de lecture là, qui étaient intéressants. Donc, c'est juste pour un peu renchérir, Nicolas, avec ce que tu disais sur l'album avec les plus vieux. Il faut oser, mais ça peut prendre un travail un petit peu plus long pour convaincre les jeunes qui sont encore capables de lire des albums ou encore en mesure d'apprécier des albums. Oui, ben, tu as bien raison. Puis, tiens, les livres, c'est sécuritaire. Hein. Des fois, ça peut être une... Puis, il y a des livres que je considère passerelles. Donc, un jeune, même s'il a 17 ans, puis dans sa bibliothèque de classe, sa bibliothèque de la poly ou de l'école, il voit un livre qui existait et qu'il aimait dans son école primaire, même si c'est un Garfield ou qui... C'est sécurisant de dire j'ai encore le droit de le lire parce qu'il se trouve ici. Donc, il ne faut pas oublier l'effet sécurisant des livres et oubliez jamais, puis il y a quelques années à peine, l'Université de Sussex en Angleterre a fait une étude sur les effets calmants de différents éléments. Et puis, au fin de l'étude, ça a démontré que 6 minutes de lecture en continu réussir à réduire le stress de 66%. Alors que faire du sport, je pense que c'était 44%. Une tasse de thé, c'était... Bon, ben, on était en Angleterre, évidemment, il fallait qu'il plug la tasse de thé. Et les jeux vidéo, c'était comme 20%. C'est comme plus un excitant qu'autre chose. Donc, la lecture, ils ont déterminé que c'était le meilleur moyen de se calmer. Puis un album, les jeunes ados, généralement, vont lire plus rapidement l'album qu'un jeune de 6 ans. Ben, ils l'ont le 6 minutes en continu, puis ils ont le temps de passer l'album au complet, souvent une histoire au complet. Donc, justement, ils vont développer le réflexe, pas d'aller dans le bac chercher un album, juste que ils ont développé le réflexe de se dire, inconsciemment, à chaque fois que je fais ça, je suis comme calme à la fin du cours. Ils vont comprendre que ça devient un outil calmant, le livre. Et ça peut les fidéliser à la lecture pour le plaisir. Parce que comme Anne-Marie a dit, il ne faut absolument pas que chaque lecture proposée soit à des fins évaluatives, parce que le plaisir de lire ne sera jamais développé. Il ne faut pas oublier qu'on a des ados qui ne sont pas lecteurs. Il y en a qu'on reçoit qui sont bons lecteurs, intéressés à la lecture, mais il n'est jamais trop tard pour accrocher un jeune à la lecture. Et justement, en passant par l'album, même si c'est un adolescent, c'est peut-être un beau moyen d'introduction au plaisir de lire. Le plaisir de lire passe pas seulement par l'album, les romans, les BD, mais il y a des jeunes qui aiment des lectures plus informatives. Donc, chez Fides, avant d'avoir fait de la friction, avec l'auteur Patrick Couture, qui vous dit peut-être quelque chose, peut-être que non. Moi, ça ne me dit rien avant de voir les livres. C'est un prof au primaire depuis 20 ans. Mais tout le monde a des passions dans la vie. Moi, passionné de mythologie grecque, ce gars-là, autant que je le suis de ça, lui, c'est la préhistoire. Alors, la préhistoire, quand on lit sur la préhistoire, souvent, on va commencer ailleurs que dans le cours chez nous. On est d'accord? Parce que dans notre tête, on pense que c'est super loin. Par contre, la préhistoire du Québec, elle existe! Fait que, il y a longtemps, au Québec, il y en avait des créatures bizarres, étranges, et ce que tu veux. Au Québec, il y en avait des poissons que les nageoires sont transformés en pâtes. Ça, c'est même plus c'est quoi, si c'est un poisson, si c'est un lézard. Les animaux ont disparu, mais ils reprennent vie dans ce livre. Ce livre prouve aux enseignantes et aux techniciens en documentation que certains de vos élèves, de vos jeunes, en connaissent beaucoup plus que vous sur la préhistoire en général. Ça les fascine. C'est... Alors, tu vois, un jeune, il voit des animaux à tous les jours. Son poisson rouge, son chat pantoufle, son chien, son petit frère, sa petite sœur, c'est ça, non?
Mais ces animaux-là, ils n'ont pas tout le temps été là. Il y en a d'autres qui étaient là, par contre, bien avant. Alors, on revient dans le passé, on commence avec une ligne de temps, mais vous savez que nous, comme de l'an 0 après la mort de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, on est comme un grain de sable dans l'histoire de l'humanité. Bon. Donc, on commence bien sûr avec le précambrien. Ça fait pas si longtemps, 4600 millions d'années. Et on se rapproche jusqu'à 1,8 million avant. Et le début de la vie, parce qu'il fallait bien que ça commence en quelque part, a commencé il y a 0,42 milliards d'années. Les premiers êtres vivants apparus sur notre planète étaient si petits qu'un microscope aurait été nécessaire pour les voir. Les bactéries, par contre, qui existent de nos jours, comptent une seule cellule, tout comme ces organismes-là à l'époque. C'est quoi l'évolution? Ben, si tu le demandes. Donc, de la première cellule à aujourd'hui, et là, on te l'explique. Donc, chaque double page présente un sujet avec quelques informations et beaucoup d'illustrations, et toujours avec une vraie photo, un fait étonnant. Les humains aussi ont évolué. Nos lointains ancêtres ressemblaient à des chimpanzés. Les chevaliers, bref, les pieuvres géantes, tout ça. Donc, ça, il y avait ça dans le cours chez vous. Mais ça fait longtemps. Donc, on se dit, cool, on fait le tour de la préhistoire du Québec. Ça se fait vite. Et non. Parce que la préhistoire du Québec, elle est riche et elle est plus étonnante que vous le pensez. On est revenu avec autour des météorites, des roches et des fossiles. Si ce n'était pas assez, on a récidivé avec les cataclysmes et les changements climatiques qui sont pas mal responsables de les gros moments d'évolution dans les ères préhistoriques. Les créatures aquatiques dans l'histoire de l'évolution des animaux du Québec toujours. Qu'est-ce qu'il y a à part des créatures aquatiques et des créatures? Et bien voilà, les créatures volantes, il en manque une sorte. Créatures aquatiques, créatures volantes. Toi, dans la vie, bon, merci, je l'ai vu, les créatures terrestres. Et ça, on voit que dans l'évolution, un jeune voit ça, puis ça, pour vrai, moi, dans des albums jeunesse, j'ai vu des chats illustrés comme ça. Donc, les animaux, ils se disent, bon. Mais là-dedans, tu vois l'évolution de comment certains animaux, ils ont soit rapetissé ou ils sont devenus géants pour survivre et pour s'adapter à leur milieu. Donc, à l'époque du Paléogène, qui, tout le monde le sait, date de 60 millions d'années, il y avait les dinosaures sont plus là. Donc, les mammifères sont mis à grandir parce qu'il y avait de l'espace puis ils se faisaient pas bouffer. Là, je pense que c'est surtout ça. Et à grandir, c'est ce qui est arrivé à l'éléphant, dont les ancêtres étaient minuscules. Ils mesuraient 20 cm de hauteur et pesaient 5 kg. L'évolution a permis ça. Évidemment, les éléphants miniatures, voici. On vous en montre un de ce que ça avait l'air à l'époque. Et un fait étonnant. Puis là, je vais arrêter de parler parce que je vois comment ça va vite. Là, je présente les titres aux jeunes. Où tu mets de face. Puis tu dis, selon toi, et c'est ça un peu la pensée critique, en te servant de ce que tu vois là et de ce que tu sais. Donc, ce que tu vois, c'est des mots puis des images. Quelle thématique relie tous ces ouvrages-là ensemble? Avant même qu'on les rouvre. Regardons les couvertures avant d'ouvrir les livres. Arrêtons d'être précipités. Qu'est-ce qui met en commun toutes ces couvertures-là? Ils vont vous en parler.
Alors, évidemment, on n'a pas à se répéter l'importance du genre documentaire, qui est un genre très important, qui fait lire des non-lecteurs, qui nous permettent des années ailleurs d'ailleurs. Alors, voilà pour ce qui était de la presse. On va faire un saut dans une autre maison d'édition. Et juste avant, je te laisse la parole. Mais je voudrais rajouter sur la préhistoire du Québec, en fait, parce que cet été, on a eu beaucoup d'animations, Nicolas et moi, dans des camps de jour. Puis, entre autres, il y a un camp de jour où Nicolas est allé plusieurs fois. Puis, il y a une semaine, malheureusement, pour des raisons X, Y, Z, Nicolas n'a pas pu y aller. Puis, c'est moi qui ai dû y aller, mais c'était un petit peu au pied levé. Puis, je devais faire une animation sur les pirates. Puis là, tu sais, c'est comme 2 jours avant, 1 jour avant, il faut que je fasse une animation sur les pirates. Moi, mon nombre de livres à la maison concernant les pirates étant ce qu'il est, tu sais, je me dis, OK, il faut que j'apporte quand même un peu de variété. Puis, qu'est-ce que je vais apporter? J'ai 2-3 livres, c'est pirates, mais tu sais, bon. C'est le genre d'animation où tu ne sais pas quel âge vont avoir les enfants, tu ne sais pas dans quel état ils vont être quand tu vas arriver, est-ce qu'ils vont être super excités ou est-ce qu'ils vont avoir de l'attention, combien ils vont être, c'est des camps de jour, des haltes garderies, bon. Fait que j'apporte, entre autres, la préhistoire du Québec sur les espèces marines disparues, en me disant pirates, océan, tu sais, n'est-ce pas? Comprenez mon lien? Créatures marines. J'ai perdu le contrôle de ce groupe-là avec ce livre-là, là. Vraiment, là, quand j'ai sorti le livre sur les créatures marines, là, il y avait tous quelque chose à me raconter. Ils connaissaient tous un élément sur le phytoplancton de je ne sais pas quoi, là, des mots que je n'avais jamais entendus, ou presque, tu sais. C'était vraiment étonnant de voir leur connaissance. Puis, je raconte ça parce qu'il y a des liens à faire des fois entre des livres qui n'ont pas l'air d'avoir de lien. Tu sais, on n'aurait pas nécessairement pensé à apporter des livres sur la préhistoire du Québec dans une animation sur les pirates. Mais quand on regarde un peu les contenus des ouvrages puis qu'on essaie de créer des liens d'un livre à l'autre, on peut faire des liens étonnants. On pourrait raconter la préhistoire du Québec sur les créatures marines en lien avec les livres de Boucard-Diouf que tu as présenté juste avant parce que c'est l'écologie, le fleuve aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il y avait sur le territoire il y a tant de millions d'années? Donc, il y aurait des liens comme ça qu'on peut faire. Mais je vous dis là, vraiment, c'est des livres, je trouve, la préhistoire du Québec qui s'utilisent en multi-âge parce que les plus petits, si vous avez des petits-enfants là, qui sont là, ils vont vous dire « Hey, est-ce que tu savais que le dodo, ça n'existe plus? » Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils savent ça, que le dodo n'existe plus ou que la tortue géante, elle n'existe plus. Ils ont appris ça quelque part. Et là, ils ont de l'information à nous donner. Mais les plus vieux vont aller comprendre le vocabulaire qui est plus précis, vont aller comprendre plus la ligne temporelle aussi, là, qui est plus abstraite pour les plus petits. Donc, c'est vraiment des livres qu'on peut utiliser à différents âges. Puis, il y a un élément aussi qui est vraiment intéressant. Je ne suis pas certaine que tu l'as mentionné, Nicolas, mais excusez-moi s'il y a une répétition. C'est que c'est toujours une information, 2 pages. Donc, on est vraiment dans une information morcelée. Par exemple, des champignons géants. On a une illustration, une information. Après ça, le prochain thème, ça va être les premières forêts. Une illustration, une information. Donc, dans les milieux où la langue, elle est moins bien maîtrisée, ou même des milieux où il y a des difficultés graves d'apprentissage, on peut vraiment utiliser ces textes-là de façon morcelée, page par page. Oui, le vocabulaire, il est quand même avancé, mais comme c'est une seule page, c'est peu de mots, on peut prendre le temps de décortiquer le texte avec les jeunes et donc de y aller morceau par morceau. Puis, il y a 6 tomes. On nous a informé qu'il y en aurait une dizaine au total. Donc, et d'après ce qu'on a compris, le dernier tome ne concernerait pas uniquement le Québec. Donc, ça serait plus la préhistoire canadienne. C'est sûr que hors Québec, d'avoir un ouvrage qui parle de la préhistoire du Québec, il faut faire l'effort de dire, on n'était pas, mettons en Ontario, on n'était pas si loin, il devait y avoir des espèces qui étaient semblables. Puis pour les plus passionnés de vos élèves, les plus vieux et les plus passionnés, Patrick Couture a aussi publié aux éditions Fides un ouvrage pour adultes sur la préhistoire du Québec. Donc, tu sais, si à un moment donné, ça a suscité un intérêt vraiment fou chez des jeunes, puis quand ils arrivent secondaire 4, secondaire 5, ils ont le goût d'être nourris, vous pouvez aller chercher l'ouvrage aussi pour les adultes. Je poursuis, Nicolas, avec les romans. Donc, on vous a présenté... Merci, Nico, d'avoir fait tout le début de la conférence. Moi, ça me fait du bien. Je t'écoute, puis je me laisse porter par les mots. J'adore ça. J'ai l'impression d'être une participante.
Oui, ben, on nous avait fait des commentaires aussi dans la conversation. On peut peut-être Génial prendre. et parfait pour l'adaptation scolaire. Puis, Nicolas, quelqu'un a demandé si tu pouvais mettre la référence de ton étude du Sussex, s'il te plaît. Si tu as la référence entre les mains. Quelque Entre part. les mains, envoyez-moi votre courriel. Je vais vous l'envoyer par courriel. Il faut que je le retrouve. Là, c'est dans mes. Ça fait longtemps que je traîne ces infos-là. Ah, mais oui, c'était une bonne étude. Oui. Alors, on vous a présenté donc album, roman illustré, documentaire, et là, on passe dans le roman. Alors, on a 3 séries de romans et un tome unique à vous présenter. Fides a une histoire, mettons, l'histoire moderne de Fides dans le roman jeunesse est courte. Il commence à, mon Dieu, c'est une façon ampoulée de vous dire que c'est nouveau chez Fides d'avoir des romans pour les ados. Il y a vraiment un effort qui est super intéressant, qui est super motivant chez Fides pour avoir des romans. Et le mot d'ordre du roman chez Fides en ce moment, c'est aventure, action. Je dirais, c'est pas obligé, mais il y a vraiment, jusqu'à date, il y a souvent une pointe de fantastique, merveilleux, paranormal, monde parallèle, monde imaginaire. Fait qu'on est vraiment dans les littératures, je vous dirais les littératures de l'imaginaire. Il y a une volonté de faire de la série. Aussi, il y a beaucoup de séries qui sont nées et qui se poursuivent. Donc, les séries qu'on va vous présenter, je vais commencer avec peut-être une série qui est un petit peu plus jeune. Donc, je vous dirais là, à partir de 12 ans, même des bons lecteurs, je dirais à partir de 11 ans là, facilement, mais à partir de 12 ans, sans problème. Et c'est la série Ellie Alix. Puis en plus, dans Ellie Alix, regardez ça, il y a un personnage, il y a c'est pas un personnage, là, mais une bestiole, on va dire une bestiole, OK, qui s'appelle le Tutungo. Et regardez, c'est un mélange entre une tortue et un paon. Puis moi, juste avec ça, déjà, je ferai un lien avec les bestioles de la préhistoire qui ont évolué. Là. Je suis certaine qu'il y a un lien qu'on peut aller créer entre ces bestioles de l'imaginaire, de la mythologie, finalement, et les vrais animaux qui ont déjà existé. Donc, ça s'appelle Ellie Alix. C'est une série de Audrey Archambault. Ici, j'ai le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 s'appelle La cité disparue et le tome 2 s'appelle Les secrets des Tutucho. J'ai dit Tutungo, mais c'est Tutucho. Il y aura un tome 3 qui va paraître au printemps 2023. Je vais vérifier, j'ai peut-être la couverture à vous montrer parce qu'on a reçu des couvertures tout récemment pour être capable de vous montrer de quoi ça va avoir l'air. C'est une série qui est, je vous dirais, surprenante. Moi, ça m'a étonnée, la série, parce que je ne suis pas une lectrice de 4e de couverture. Honnêtement, ça m'ennuie. À chaque fois que je commence à lire une 4e de couverture, je lis une ligne, puis je suis comme, c'est plate, puis je la finis pas. J'aime pas ça, lire des 4e de couverture. Ça me dit rien. J'ai l'impression que c'est du charabia. Je comprends rien. Imaginez, il y a un moment dans ma vie où c'est moi qui les écrivais. Ça ne devait pas être les meilleurs 4e de couverture de l'histoire de la littérature au Québec. Donc, ou c'était vraiment synthétique puis c'était correct. Peut-être que dans le fond, il faut prendre quelqu'un qui n'aime pas lire des 4e de couverture pour écrire des 4e de couverture. Bref, j'ai pris l'habitude de ne pas les lire. Je commence à lire l'ouvrage et je me rends compte, après, je ne sais pas, 60 pages, que c'est un roman dont vous êtes le héros. Mais je n'avais pas compris ça. Souvent, les romans dont vous êtes le héros, la partie décisive, là, elle commence très rapidement. C'est-à-dire que tu lis 10 pages, puis pouf, il faut que tu prennes une décision. Moi, je suis un mauvais public pour les romans dont vous êtes le héros parce que si j'ai un défaut dans la vie, c'est d'avoir de la misère à prendre des décisions. Tu sais, comme aller au restaurant, pour moi, c'est difficile. Donnez-moi une dégustation. J'ai ça choisir. Je veux tout. Je ne veux pas manquer quelque chose. Donc, pour moi, lire un roman dont vous êtes le héros, ça devient comme une espèce de structure vraiment complexe parce que je lis toutes les possibilités sans faire de choix. Faites pas ça. Faites pas comme moi. Prenez des décisions dans la vie, c'est très bon.
Qu'est-ce que ça raconte, Elia Alix? C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui vont aller dans un camp de vacances, un camp de vacances où on dort, là, pas juste un camp de jour, mais vraiment un camp de vacances. Il y a même des guimauves à l'endos. C'est la preuve qu'on est dans un vrai camp de vacances. Donc, Maëla Rose, Naomi et Juliette arrivent au camp de vacances de la Cité sauvage et dès le premier jour, elles découvrent une bibliothèque. En fait, c'était la petite bibliothèque du camp de jour, là, du camp de vacances, où il y a eu un dégât d'eau, les livres sont tous vermoulus. Bref, ce n'est pas le lieu où on veut passer tout notre séjour. Mais dans cette petite bibliothèque, elle découvre un ouvrage qui raconte que sur le territoire où elles sont, il y aurait une cité disparue qui s'appelle Elia Alix. Et il y aurait eu une malédiction dans cette cité-là. Je vais vous lire un extrait. Alors, vous voyez ici, c'est vraiment comme un passage. Ce que je vous lis, ce n'est pas la narration principale du texte, c'est un texte à l'intérieur de l'ouvrage qui nous raconte la malédiction de la cité disparue. La malédiction de Myanmar. Il était une fois un roi qui régnait du haut du ciel sur le royaume d'Elia Alix. Une modeste communauté vivait en accord avec la nature, veillant sur les tutuchos, créatures mi-tortues, mi-oiseaux, dont les carapaces émeraudes possédaient une grande valeur. Le jour de ses 16 ans, la fille du roi devait affronter de périlleuses épreuves afin de prouver son courage et ainsi accéder au trône. Mais si la princesse Myanmar échouait, la couronne serait remise à l'un de ses cousins, le prince Xifi. Une cité secrète contenant de dangereux pièges fut creusée à même la pierre au centre de la forêt sauvage d'Elia Alix. Elle ne se révélait que les soirs de quart de lune, lorsque le ciel parfaitement dégagé se retrouvait illuminé d'aurores boréales. Pour s'assurer que les mortels ne puissent y accéder, bêtes affamées, passages labyrinthiques, fruits violacés gorgés de poison et autres stratagèmes furent mis en place. Et là, Myanmar doit aller donc déjouer les pièges pour remporter toutes les épreuves pour obtenir le trône d'Elia Alix. Je vous le dis, là, je vous fais un résumé fast-forward, a réussi. Mais, à la fin de sa quête, elle a une dernière décision à prendre, un test ultime. Au centre d'une pièce, 2 consoles présentaient chacune un objet de grande valeur et la princesse ne pouvait en rapporter qu'un seul. Ainsi, elle devait choisir entre la couronne du royaume d'Elia Alix, lui assurant le trône, et une énorme corbeille remplie de vivres, de médicaments et d'écus d'or, garantissant le bien-être du peuple d'Elia Alix. C'est une bonne princesse. Qu'est-ce qu'elle va choisir selon vous? Le trône, la gloire ou de sauver le peuple? Évidemment, elle va choisir de sauver le peuple. Et pour la punir, le roi Xifi la condamna à être malheureuse pour l'éternité. D'épais nuages gris recouvrirent alors le ciel, et depuis ce jour, on dit que la princesse pleure au-dessus du royaume d'Elia Alix. Quant aux tutuchos, certains croient que des indices dissimulés dans la cité permettraient de les retrouver. Bon, nos 3 jeunes filles, Maëla Rose, Naomi et Juliette, au courant de cette légende, sur le lieu où elles se trouvent, qu'est-ce qu'elles vont faire, vous pensez? Parce que je ne vous ai pas dit, mais cette nuit-là, c'est drôle, mais il y a un quart de pleine lune, évidemment. Alors, il y a une chance de peut-être trouver la porte pour entrer à Elia Alix. Parmi les 3 jeunes filles, la plus jeune, Juliette, c'est un élément qu'on apprend dans le récit. Elle a un handicap physique, c'est-à-dire qu'elle a une prothèse. Une de ses jambes est une prothèse artificielle, donc il lui manque une jambe. Et ça va être un élément, je ne dirais pas central du récit, mais un élément qui va définir sa personnalité. Ça va être la plus courageuse, la plus audacieuse, celle qui ne veut pas se faire dire « tu ne peux pas faire ça, reste dans la chambre pendant qu'on va vérifier ». Elle, ce n'est pas vrai qu'elle va se faire mettre des bâtons dans les roues. Elle va aller trouver la porte d'Elia Alix. Je vous ai dit que c'est un roman dont vous êtes le héros. Donc, après une 60aine de pages, donc on a un tronc commun qui est vraiment assez long, qui nous installe très bien dans l'atmosphère du lieu. Tout à coup, on arrive où on doit prendre une décision et choisir si la troupe qui part dans la forêt la nuit au quart de lune va prendre le chemin de droite ou le chemin de gauche. Ils vont être accompagnés aussi d'un des animateurs qui est un petit peu plus vieux, qui connaît les lieux. J'aimerais vous lire aussi un autre extrait. Oui, je ne vous ai pas dit, mais l'objectif
quand on fait le roman dont vous êtes le héros, c'est de trouver Éléalix. Et si, parce qu'on le trouve à la fin du tome 1, et si on ne trouve pas Éléalix à la fin du tome 1, bien, on nous dit recommence et prends d'autres décisions. Donc, ça peut aussi inciter les jeunes à relire, ce qui est un avantage qui n'est pas négligeable quand on veut encourager les jeunes à améliorer leur fluidité en lecture, donc d'avoir l'obligation de relire des passages, peut-être trouver d'autres indices, prendre d'autres décisions. Bien, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont en train de relire des mots qu'ils ont déjà lus. Vous pouvez aussi le faire lire à voix haute, puis faire des activités de vote dans la classe, donc démocratie là, sur les décisions à prendre, débat pour savoir quel est le meilleur choix à faire pour la suite du récit. Puis le tome 1 se termine à la porte d'Éléalix. Donc, tout le tome 1, là, on n'a pas encore découvert c'est quoi ce monde merveilleux-là. C'est pour ça qu'on a aussi hâte de lire le tome 2 et qu'on aura évidemment aussi hâte de lire le tome 3. Je vous lis un autre petit extrait, c'est un passage, là, passage numéro 3. C'est assez court, mais ça vous donne un peu le ton au niveau de l'action puis de l'aventure. Pac! La trappe de bois se fracasse sous le poids de Maëla Rose, Juliette, Zach et Naomi. La scène se déroule si rapidement qu'ils n'ont pas le temps de réagir et ils dégringolent à toute vitesse dans le passage vertical composé de planches rivées les unes aux autres. Ils essaient tant bien que mal de se retenir aux côtés, mais les clous ne font qu'égratigner leurs mains, leurs bras et leurs jambes. « On va mourir! » s'écrie Juliette. Je ne sais pas, peut-être qu'elle s'écrit « On va mourir! » C'est alors que le tunnel débouche sur une ouverture faiblement éclairée. Les 4 amis sont propulsés dans une pièce sombre, sur une plateforme composée de planches de bois encore plus pourries que celles de la trappe. Les planches cassent sous la force de l'impact et Maëla Rose, Naomi, Zach et Juliette poursuivent leur chute, se retrouvant dans une eau glacée. Puissant, le courant les emporte sans qu'ils puissent se retenir à quoi que ce soit. Pour découvrir la suite, rentrons au numéro 5. Et ça va être à votre tour d'aller au numéro 5. Alors vraiment, puis j'ajouterais un dernier petit élément. L'ambiance des camps de vacances, mon Dieu que c'est le fun! Tu sais, la liberté, se coucher tard, le dortoir, ça pue un peu. Il y a des guimauves. Nicolas déteste les guimauves. Il y a des guimauves, il y a un feu de camp, il y a des légendes, on a un peu peur, une forêt mystérieuse. Tous les éléments du camp de vacances sont là. Donc, je dirais, s'il y en a dans vos classes qui ont fait des camps de vacances pendant l'été, ça peut être une bonne façon au retour là, de tabler sur leur expérience pour leur faire découvrir une belle série dont vous êtes le héros. Est-ce qu'on avait des commentaires? Non, c'est bon. Je poursuis. Nicolas, est-ce que tu veux qu'on... Parce qu'on pourrait continuer peut-être avec la prochaine série qu'on voulait présenter ensemble, Nicolas, puisqu'on est dans l'univers des camps. Ben, c'est une bonne... Avec Anya? Oui, avec Anya. Ben, c'est une bonne idée, puis ça me fait plaisir. Je vous présente le premier, parce que je l'ai lu. La montagne d'ébène, Anya, voici le premier tome de ce qui devrait être une trilogie. À moins quand c'est en fonction du feu de Dieu, peut-être que ce sera plus. De Sarah Degons. C'est super bien écrit, mais moi, je vais vous faire un peu ce qu'Anne-Marie n'aime pas. Donc, Anne-Marie, elle aime moins les C4. Moi, je vais faire l'ado qui se dit, ben là, vous avez tant de livres, vous pouvez en choisir un. Mais, tu sais, on l'a... Combien de pages? C'est écrit comment? Bon. Là, je vais peut-être lire la C4. Sinon, je suis déjà passé à un autre. Puis je vais vous dire, le foutu truc de nombre de pages, ça date pas d'hier, c'est pas nouveau. Puis même au cégep, j'ai des amis qui enseignent au cégep, les étudiants, quand on leur fait lire un livre, « Oui, mais il y a combien de pages? » Ça, là, ça partira pas. Il y a toujours des jeunes pour qui ça va être un critère. Voilà. Maintenant, la C4 dit ceci. À peine arrivé au chalet des Dragons pour une semaine d'entraînement de basketball, Laurence a une sensation étrange. Après un rêve bizarre lors du trajet en autobus, le voilà maintenant observé par Gustave, le chat de la propriétaire du chalet. Mais tout cela n'est rien comparé à la mystérieuse légende racontée du premier feu de camp. Les dragons existeraient. Persuadé que son rêve a un lien avec cette légende, le garçon décide de mener l'enquête. Laurence est loin d'imaginer que ces découvertes le mèneront à Anya, un monde extraordinaire à la nature florissante et colorée. Mais les êtres fantastiques qui le peuplent courent un grave danger. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à sauver Anya du chaos? Vous allez vous rendre compte, puis même
il y a un autre livre qu'Anne-Marie va vous présenter. Et moi aussi, Fides, ils ont le but, quand ils font du roman ado, que leur ligne éditoriale soit des romans d'aventure qui sont un mélange un peu qui est un peu de fantasy, d'extraordinaire, et puis à la saveur aventure, comme le film Les Goonies, pour ceux qui ont connu là, cet univers-là de ce genre de film. C'est vraiment ça le ton qu'on essaie de donner dans l'évolution du récit. Alors, évidemment, quand tu arrives à un chalet vieux, miteux, et qu'en plus, il y a un grenier, ben là, c'est le Graal pour un autre. Je regrette, mais le livre trouvé au grenier ne quitte plus mes pensées. Donc, on parle au jet. Au point où Maud doit me ramener à la réalité à plusieurs reprises pendant la veille. Cette plume qui brille, la fleur, plus mon rêve, la légende et ce livre au symbole étrange, il y a quelque chose en moi qui me dit que tout ceci est lié. Plus tard, dans mon lit, je feuillette le livre, caché sous ma couette et muni de ma lampe de poche. Je sais, moi, ce que j'ai vu. Donc, il doit bien y avoir une explication logique. Ce livre m'intrigue vraiment. C'est comme s'il m'avait appelé à lui ou que Gustave voulait que je le trouve. Je ne sais pas ce que j'espère y trouver, ni même si j'ai raison de penser que ce livre a un lien avec la plume et la légende. Mais si les premières pages sont remplies de symboles que je ne connais pas, les autres pages, elles, sont complètement vierges. C'est quand même étrange, un livre avec autant de pages blanches. Après de longues minutes à chercher, je ne sais pas quoi, je finis un peu découragé par le refermer. Et c'est là qu'un détail attire mon attention. Au dos du livre, en C4, je remarque le dessin d'une plume. Une plume très similaire à celle de Mme Charlotte. J'aurais juré qu'elle n'y était pas là tout à l'heure. J'essaie de retourner dans la bibliothèque avec le livre pour observer de plus en plus près la plume et la comparer avec le dessin. Je longe les murs du corridor qui mène à l'escalier, cette fois-ci sans Gustave. Je me demande d'ailleurs où il peut bien être. Je sens les marches une par une, en faisant bien attention de ne faire aucun bruit. Je fais un bond étouffé, un cri, et j'étouffe un cri lorsque Gustave se faufile entre mes jambes. La bibliothèque n'est plus qu'à quelques pas. Je sens mon rythme cardiaque s'accélérer. Je pénètre dans la pièce, personne. Je referme doucement la porte derrière moi et je me retourne. La plume scintille comme la veille. Gustave est planté devant moi. Il se met à miauler comme pour me prévenir de quelque chose. J'ignore ses miaulements. Je m'approche en le contournant pour observer la plume de plus près et tends la main pour la saisir, mais soudain, tout devient noir. Et j'arrête ici. Ce qui me permet de vous dire que ce que je vous ai lu, je ne vous ai pas lu le début du livre et j'en ai glissé un mot hier. Je vais le répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Je suis allé dans le milieu du livre pour trouver l'extrait punché qui va savoir regrouper plusieurs jeunes pour le donner à lire à plusieurs jeunes, que ce soit des jeunes un peu plus récalcitrants, parce que les débuts de roman, et c'est normal, il faut mettre la table. Donc, il faut qu'il y ait de la description. Puis des fois, des descriptions, ça peut prendre 20 pages avant qu'il y ait vraiment quoi qui démarre. Des fois, c'est trop long. Des fois, il y a eu le temps de décrocher. Tu sais, quand on décrit une vieille maison, avec c'est bien beau, mais il y en a qui ont besoin de l'action. Et quand vous trouvez, ce qui me permet de vous dire de lire d'avance ce que vous allez faire lire ou proposer de lire à vos jeunes, vous les connaissez, vos jeunes. S'il y a un truc comme ça, tout devient noir, ou une main se pose sur mon épaule, ou, bon, s'il y a un coup de feu, c'est encore pire, là, c'est selon le livre. Trouvez ça, là, puis arrêtez de le lire. Je vous jure qu'ils vont le relire du début, puis même quand ils vont revenir à cet extrait-là, l'extrait va être relu. Ça va être fluide. Alors voilà pour ce qui est la montagne d'ébène, et je vous laisse découvrir si Laurence va réussir à sauver Anya. Donc, on est vraiment dans la même fibre. Vous voyez la ligne éditoriale de Fides avec les livres, peu importe les auteurs qu'on vous présente. Et il y a eu le second tome, La pierre de Doxac. Alors, on voit que Sarah aime utiliser les lettres pour en faire des mots comme Anya, Oxac. Elle s'amuse avec les mots. Oui? Ben oui, tu viens de mentionner le nom de Sarah. Je ne suis pas sûre qu'on avait dit que c'était une série de Sarah de Gonze. Alors, au moins maintenant, on vous dit que... Oui. On l'avait-tu dit? Bon. Alors,
Il y a 2 choses que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de dire. C'est premièrement, lire les extraits. Comme quand je vous ai présenté Eléalix tantôt, le premier extrait que j'ai lu, c'est comme la légende, OK? Il y a des pour et des contre à choisir cet extrait-là parce que, d'une part, ça explique le contexte et l'histoire. Donc, en lisant ça, vous présentez à vos jeunes la prémisse de base, dans le fond, l'enjeu principal de l'histoire. Cependant, c'est un extrait de 3 pages qui n'a pas du tout le même ton que le reste du roman, parce qu'on est dans une légende, dans une mythologie à l'intérieur du roman. Donc, j'ai fait bien attention de vous lire un 2e extrait où vous allez pouvoir sentir le ton du roman, voir qu'on est dans une époque contemporaine, parce que ça peut en décourager certains. Il y a certains qui n'aimeront pas ça, que ce soit un ton un peu plus empoulé, d'un ton plus de légende. Donc, lisez aussi un extrait qui va... choisissez un extrait qui va témoigner du style principal aussi du roman. Et la 2e chose que je voulais dire, c'est que par rapport à la série Ania, maintenant, de Sarah de Gonze, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. On est comme dans un autre univers, mais moi, je me rappelle que 100 ans de solitude, il fallait se faire un organigramme des prénoms, là, puis des personnages, parce qu'à un moment donné, ça devenait compliqué, puis ils ont tous le même prénom, parce que de génération en génération, ils s'échangent leurs prénoms. Puis en lisant Ania, à un moment donné, je me suis dit, pour des lecteurs qui sont qui sont de moins grands lecteurs, mettons, ça peut être intéressant de se faire un organigramme des personnages aussi, parce que tous les personnages dans le monde d'Ania ont des noms inventés. Et quand on a un personnage qui a un nom inventé, notre cerveau photographie le nom, puis à la limite, on ne lit même pas le nom, on sait juste que ça parle de ce personnage-là parce qu'on reconnaît les lettres. Là. Mais je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais moi, quand c'est trop compliqué, à un moment donné, je photographie le nom, puis je me rappelle que ça, c'est le personnage. Mais là, il y a des noms, il y a Ania, Maïla, Inaya, Kalia, il y a beaucoup de personnages avec des noms qui se ressemblent. Donc, ça peut vraiment être intéressant là, de faire, même ça peut être un outil que vous préparez pour vos élèves avec les différents noms des personnages pour les aider à se regrouper. Aussi, dans le monde d'Ania, il y a 4 grandes familles. Il y a les dragons, il y a les personnages qui ressemblent à des arbres, des grands, grands personnages arbres. Donc, ça aussi, vous pouvez faire comme une présentation globale des grandes familles. Ça peut aider aussi à la compréhension pour des lecteurs qui sont moins habitués. Puis dans le 2e tome, il y a aussi tout un propos qui est intéressant sur le deuil, parce que quand les personnages arrivent à la fin de leur vie, ils décident à un certain moment comme de se retirer de la vie et ils deviennent de grands, grands, grands arbres dans la forêt éternelle, des arbres illuminés de sages dans la forêt éternelle. Et le 2e tome tourne autour du fait que la forêt éternelle, dont tous les grands arbres sages sont interreliés par les racines, commence à dépérir, commence à mourir. On comprend que quelqu'un a probablement volé la pierre d'Oxac et la forêt est en train de dépérir. Donc, il y a tout ce propos-là sur le deuil. Puis pour les habitants d'Ania, ce n'est pas négatif de devenir un arbre. Là, c'est une étape, c'est un passage dans la vie. Alors que pour Laurence, le petit garçon qui arrive dans l'histoire, c'est triste, là, ce moment-là où un personnage décide de se retirer de la vie pour aller dans la forêt, c'est un drame, alors que les autres trouvent que c'est une célébration. Donc, il y a un beau propos aussi sur le deuil qui est abordé. Alors, voici pour Ania. Maintenant, Nicolas vous a parlé donc de l'esthétique un peu Goonies là, de certains ouvrages chez Fides. Alors, le prochain roman que je vais vous présenter, c'est le premier tome d'une série. On a dit qu'Eléalix, il y aurait 3 tomes. Je suis plus certaine si on vous a dit qu'Ania, il y aura aussi 3 tomes et que le 3e tome paraîtra au printemps. Zipolaris de J.L. Blanchard, la prochaine série que je vais vous présenter, on nous annonce au moins 5 tomes. Et l'auteur, je pense qu'il y aurait de l'inspiration pour en faire 10. On sait qu'il y en aura au moins 5. Zipolaris, c'est une série, on va appeler ça comme ça, là, une série évolutive. Je ne sais pas si pour vos enfants, vous avez déjà eu des pantalons évolutifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent les porter bien longtemps, puis on déroule les barres, puis ils agrandissent. Là. C'est un peu le principe, mais en roman pour ados. Fait que c'est une série évolutive où du 1er au 2e, au 3e, au 4e, au 5e tome, il va y avoir une évolution dans le niveau de complexité du récit, dans le niveau d'horreur. Donc,
l'auteur veut que la série évolue avec les lecteurs et que les lecteurs, bien qu'ils vieillissent, continuent à avoir un intérêt à suivre cette série-là. Donc, il va y avoir plus d'horreur, plus d'action, plus de passages. Ben, on ne les a pas encore lus, fait que, je ne sais pas exactement, mais c'est ce qu'on nous a dit, ça va évoluer au niveau de l'horreur. Le premier tome, moi, je pense qu'à partir là, de 12 ans, 11 ans, sans problème, on peut le lire. Il y a une scène qui est un petit peu plus macabre. Je vais vous la lire tout à l'heure. Donc, il y a une scène qui est un petit peu plus tricky. Mais le début est vraiment amusant. Alors, dès le début, on suit... tout le livre est amusant, là, mais le début, c'est vraiment curieux. Donc, on a un personnage qui s'appelle Nat. Il rentre chez lui. Il ouvre la porte de sa maison. Puis dans sa cuisine et dans son frigidaire qui est ouvert, il y a 3 genres de bébites blanches venues d'un autre monde en train de bouffer tout ce que sa mère a acheté, de dévaliser son frigo. Puis lui, il regarde ça, puis il se dit, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors, je vois 3 étranges bestioles, à peu près de la taille d'une marmotte. 3 petits êtres bizarroïdes avec un corps qui ressemble à la courge musquée que ma mère laisse mûrir sur le comptoir. Leurs bras et leurs jambes sont minuscules. Leur peau est toute blanche, sans aucun poil, sauf l'espèce de chevelure verte qu'ils ont sur la tête et qui ressemble aux feuilles d'un ananas. Leur nez est presque inexistant. En revanche, leur bouche est énorme et leurs grands yeux noirs pointent droit vers moi. Autour d'eux, des emballages déchirés, des pots vides, une carcasse de poulet cuit, des pelures d'oignons. Ils ont tout bouffé. Ma présence ne semble pas trop les déranger car ils me dévisagent longuement sans même interrompre leur festin, jusqu'à ce que celui du centre s'adresse aux 2 autres. « En fait, je crois que c'est lui. »« C'est vraiment lui, » approuve celui à sa gauche. « Soyons précis, c'est assurément lui, » conclut le 3e en avalant une poignée de champignons. « Il parle! Il parle même dans ma langue! J'hallucine! » Moi, je n'arrive pas à dire un seul mot. La bouche grande ouverte comme un idiot, je ne cesse de me répéter que je suis déjà un cas pour la science. Le dossier n'attend la chance. En fait, reprend soudain le premier, il répond à la description. Il y répond vraiment, confirme le second. Soyons précis, il y répond parfaitement. J'essaie de déchiffrer le sens de cette conversation ahurissante, mais c'est comme si mon cerveau restait paralysé. Et ça continue. Soyons précis, tu t'appelles bien Nat? Ils connaissent mon nom? Pas sûr que ce soit vraiment rassurant. Une partie de moi voudrait se mettre à crier de terreur et en même temps, je suis complètement fascinée par ces petits êtres qui m'ont l'air tout à fait inoffensifs. On dirait presque des personnages de dessins animés. Au bout d'un effort inouï, j'ai réussi à hocher la tête en guise de confirmation. Celui du centre me lance alors un regard chargé d'émotion. « En fait, on a un grave problème, on a faim. »« On a vraiment faim, » dit le 2e. « Soyons précis, on a une faim de loup. » Et là, vous voyez les 3 personnages qui sont les 3 zippoïdes de Zippolaris. Ils parlent toujours comme ça, dans le même ordre. Le premier commence toutes ses phrases par « en fait », le 2e ajoute toujours « vraiment » et le 3e commence toutes ses phrases par « soyons précis ». Alors, qui sont ces zippoïdes? Ce sont 3 personnages issus d'un monde qu'on pourrait dire parallèle ou d'un monde à côté de la réalité, monde auquel on accède en traversant un genre de rivière en bateau, si ça vous rappelle peut-être certaines mythologies. Et dans leur monde parallèle, les morts-loups, qui sont des effroyables créatures. Vous pouvez voir ici, là, on a une illustration des morts-loups. Ben, les morts-loups menacent les zippoïdes et veulent, dans le fond, capturer tous les zippoïdes pour en faire des bêtes esclaves. Et Nat va être l'élu, finalement. C'est toujours un peu comme ça, hein, les romans de quête. Là, va être l'élu qui va choisir pour différentes raisons là, pour sauver les zippoïdes de Zippolaris. Alors, ben, Nat va se rendre à Zippolaris, évidemment, en embarquant sur le fameux bateau qui va l'amener de l'autre côté. Et je vais vous lire donc l'extrait qui, à mon sens, est un petit peu plus morbide, qui est un extrait qui se passe quand il est sur la terre de Zippolaris. Là, il s'est fait poursuivre, puis bref, il y a une poursuite, là, puis il se retrouve à se lancer dans un fossé pour se cacher. Pouf! Et ce que je vois alors me lève le cœur. Là,
dans les buissons, juste à côté de l'endroit où j'étais planquée, éclairé par un rayon de lune qui traverse le feuillage des arbres, le cadavre décharné d'un homme, ou plutôt d'une créature qui a vaguement une forme humaine. Et c'est bien Et c'est bien de ce tas de chair pourrie que se dégage cette odeur nauséabonde. Je mets spontanément mes 2 mains sur ma bouche, d'abord pour empêcher ce cri qui veut sortir de ma gorge, mais surtout pour ne pas vomir. Pas seulement à cause de l'odeur, mais aussi à cause de ce visage en lambeaux. Et on dirait que son corps visqueux est parsemé de trous par où sortent des morceaux de viscères plus monstrueux que tous les zombies que j'ai pu voir dans les films. Nat, il faut te ressaisir, rester concentré sur ce que tu dois faire. Et ce que tu dois faire en ce moment précis, c'est fuir et au plus vite. Donc, comme je vous dis, c'est l'extrait que j'ai trouvé qui était le plus, disons, morbide, là, où il y a le plus de qui peut arriver. On peut imaginer que dans les prochains tomes, donc, le cran va augmenter. Il y a aussi un beau propos sur le deuil dans cette histoire-là, parce que ce n'est pas tous les personnages qui vont s'en sortir indemnes, sur le fait de la survie aussi. Vraiment, puis on peut vraiment dire que c'est un roman qui appartient là, au roman voyons comment on dit ça, quand les personnages évoluent, là, un roman pas d'évolution, de transition, de passage. Là, il y a un terme qui m'échappe en ce moment, là, des quêtes d'évolution des personnages. Là. Ça va me revenir, je vais vous dire le bon. Oui, Des c'est romans des quêtes. d'apprentissage, merci. Merci, Sylviane, de m'avoir sauvé. Qu'est-ce que tu allais dire, Nicolas? On appelle aussi, chaque jeune va vraiment avoir, tu cherchais avec une quête identitaire parce qu'il se découvre aussi, puis avec l'âge, puis voilà. Alors voilà pour Zipolaris. Et Nicolas, tu avais un dernier roman à nous présenter aujourd'hui. Oui, puis je tenais vraiment à... C'est un scoop, donc c'est un roman qui n'est pas paru. Un roman qui a été, dont le point final a été mis quelques jours avant la mort de l'auteur, qui est François Blais. Donc, je vous invite à découvrir qui est François Blais. Ce n'est pas chose déjà faite, surtout avec l'actualité des dernières semaines, si vous voulez. Le livre s'appelle « Le garçon aux pieds à l'envers ». Je vais partager mon écran pour montrer la couverture. Bonne idée. Et ça s'insère dans ce qui va s'appeler « Les chroniques de Saint-Sévère ». N'oubliez pas que François Blais, c'est l'auteur du Lac Adélard. C'est une autre maison d'édition que, juste pour que vous sachiez, qu'il n'a pas juste fait le livre où la poule meurt à la fin. Je veux dire, il a baigné dans plusieurs genres littéraires. Là, il y a des livres qui restent en toi longtemps, qui te suivent longtemps. Ça, c'en est un qui va me suivre longtemps. Je vais vous en faire un résumé parce que c'est un livre, c'est une lecture costaude. Je pense que c'est pas loin d'un 300 pages. Donc, c'est un bon roman. Mais c'est un roman qui va causer des nuits blanches à vos jeunes, pas pour les... quoi qu'il n'y ait pas pour les froids, sans doute. Mais c'est un page-turner, il en existe aussi pour... Et ça, c'en est un. Attache ta tuque, ça part. Sur un chat, donc, sur un chat genre Facebook où les gens ils se posent des questions sur un sujet donné. Lily a dit, il y a 20 ans, là, il faut suivre, il y a 20 ans, j'avais 13 ans. Ma mère n'est pas super émotive là, dans la vie, là, donc, tu sais, mais là, un soir, je dors déjà, puis elle me réveille, elle me dit, ben là, il ne faudrait pas que j'oublie de t'embrasser avant le dodo. Puis elle avait les yeux à moitié fermés, elle dit, hein? Puis là, elle sait que ce n'est pas sa mère. Elle dit, ça ressemble à ma mère, mais ce n'est pas ma mère. La personne sort de la chambre. Non, elle s'en va dans le coin de la chambre, c'est encore pire. Fait qu'elle, elle se lève, elle va ouvrir la lumière, il n'y a rien, elle crie. Non, elle va ouvrir la lumière, mais elle sent une main qui tape la main quand elle arrive pour faire ça sur l'interrupteur. Elle crie. Sa sœur, sa vraie mère et son père rentrent dans la chambre. Elle leur dit ce qui s'est passé. Ils disent « Non, mais tu as sûrement fait un cauchemar. » Elle dit « Non. » Mais essaye de convaincre. Elle écrit ça sur un chat. Elle dit « Je voulais juste partager ça avec vous. » Elle dit « Ben c'est drôle, t'en parles parce qu'on n'habite pas si loin que ça. Puis moi, il y a 15 ans,
dans le boisé, pas trop loin. Elle dit, je ne sais pas pourquoi mon ami Eric voulait me voir. Elle dit, on s'était chicané la veille, puis lui, jamais il voudrait me voir. Elle dit, ben, j'ai dit, je vais aller voir ce qu'il veut quand même. Donc, elle voit Eric, mais qui est juste un peu plus sombre que d'habitude, puis qui dit, bon, ben, j'avais hâte de te voir. Elle dit, puis là, elle dit, c'est pas Eric. Mais il est bien fin. Puis il dit, regarde, on se voit demain chez M. Pellerin, hein? Puis il disparaît un peu derrière un arbre. Là, elle a dit, ça, c'était pas Eric. Elle dit, je ne connais pas de M. Pellerin. Donc, Anastasia rentre chez elle. Puis ses parents l'attendent en pleurs pour dire, Anastasia, on doit t'annoncer que ton ami Eric est mort hier. Hier. Le lendemain, Anastasia, en se promenant, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'appelle Pellerin et Fils, qui est une agence funéraire. Donc, Anastasia partage son histoire après celle de Lily, parce qu'évidemment, il y a de quoi de malveillant là-dedans. Et tu as un gars qui écrit sur le chat que son nom de chat, c'est X Demon Hunter X, qui est un expert dans les choses de l'au-delà et de la démonologie, qui va dire ça, c'est peut-être des démons. Des gens qui vont s'approprier, qui vont essayer de te soudoyer, qui vont être un peu comme du miel, mais malveillants. Et là, arrive en scène dans le roman Adrienne, qui habite à Saint-Sévère, qui est vraiment un bled. C'est comme pas trop loin de Trois-Rivières, mettons une demi-heure en vélo. Donc, en campagne, parce que ses parents sont en campagne, puis ils ne peuvent pas imaginer habiter ailleurs, parce qu'évidemment, l'odeur du fumier est tellement intéressante. Puis là, Adrienne va tout vous expliquer pourquoi elle n'aime pas ça. Elle a une question de vie ou de mort d'adolescente, n'importe quoi, mais elle doit aller voir sa meilleure amie qui est à Trois-Rivières. Pendant ce temps-là, pardon, il y a une petite fille qui est sa voisine qui s'appelle Joey. La famille n'a pas beaucoup de ça, en fait, ils ont même été débranchés. Donc, parfois, Joey, elle va aller sur son perron, puis elle va essayer d'aller prendre le Wi-Fi de la maison d'à côté, donc celle d'Adrienne. Et puis là, Joey, elle appelle Adrienne, elle dit, j'ai vraiment besoin de toi. Adrienne, elle dit, je ne veux pas me faire déranger, il faut que je me trouve un livre pour me rendre à Trois-Rivières. Si, puis ça. Elle dit oui, puis ça le rapporte aussi parfois, parce que moi, tu sais, dans ma chambre, le soir, il y a des gens qui viennent me visiter. Parfois, c'est un monsieur, il vient me voir. Puis on comprend que c'est comme des entités quelconques. Puis là, elle va lui parler aussi ma sœur, Kayla. Kayla, c'est un personnage très particulier dans le livre. Est-ce qu'elle existe ou pas, ou saurait le découvrir? Chose certaine, Adrienne, elle se dit, je ne peux pas laisser ma petite voisine seule. Disons qu'il y a quelque chose parce que je sais que ses parents ne sont pas tout le temps là. Elle sort sur le perron. Joey n'est plus là. Son ami Zach arrive enfin avec sa Sierra modifiée pour se rendre à Trois-Rivières. Et là, elle reçoit un coup de téléphone avec un code régional qu'elle ne connaît pas, le 773, je pense, quelque chose. Puis ils disent, mais est-ce que tu veux revoir Joey? C'est un homme qu'elle ne connaît pas. Elle dit, vous êtes qui? Et ça raccroche. Zach, il dit, tu veux qu'on aille où? On va aller la chercher en quelque part. Fait qu'en voiture, le téléphone continue à sonner, puis l'homme, elle dit, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Puis elle dit, je ne reconnais pas le téléphone. Puis il dit, vous n'avez pas à savoir, je suis qui? Juste là, la question la plus importante, c'est est-ce que vous voulez revoir Adrienne? Fait que, la petite, pardon, Joey. Donc là, ils se disent, bon, sans doute qu'elle est encore en vie, mais ils s'en vont où avec? Fait que là, ça raccroche. Puis Zach, il dit, mais il faut que tu le rappelles, toi, faut que tu nous, tu sais, je veux dire, il faut que tu le cuisines un peu. Mais le téléphone sonne avant, puis lui, il roule. Puis il dit, la question que je vous pose, est-ce que tu veux voir la petite Adrienne? Parce que si oui, vous devriez regarder dans la prochaine voiture qui va vous dépasser. Et là, je commence à me lever de ma chaise et je lis debout parce que je suis trop sénère et je ne vous en dis pas plus. À partir de là, c'est dingue. Ça ne s'arrête pas, mais sachez que le ton de François Blais, il y a tout le temps du weird. Il y a de l'étrange, mais c'est haletant. Et puis, je vous le dis, il y a une question d'une amie-sœur imaginaire qui n'a pas été inventée pour rien. Mais là, il faut que j'arrête d'en parler parce que c'est quand même une nouveauté, un scoop qui va sortir, puis vous allez le découvrir très bientôt. Je n'ai pas la date exacte. Alors, c'est le
C'est le dernier roman de François Blais, donc on vous invite évidemment à le découvrir et son œuvre au grand complet. Merci, Nico. Moi, je ne l'ai pas encore lu, puis franchement, là, demandez-moi pas où est-ce que je suis en fin de semaine. Ça va ressembler à ça. C'est vraiment, j'ai très hâte de le lire. Ça risque d'être un roman vraiment marquant. Puis vraiment, très rapidement, il nous reste 7 minutes, mais j'avais juste envie de faire un petit clin d'œil parce que, bon, notre travail à nous, c'est de représenter souvent les petites jeunesses des maisons d'édition. Puis on parlait avec l'équipe de chez Fides La Presse cette semaine. On a eu une belle rencontre avec eux où ils nous ont justement présenté leurs nouveautés. Puis moi, je reçois les communiqués, tu sais, je reçois tous leurs communiqués de nouvelle saison. Puis là, ils nous parlent des petites jeunesses. Puis là, je dis, ouais, mais tu sais, dans votre communiqué, là, il y avait aussi la biographie de Charles Hamelin qui va sortir ça, c'est au mois le 20 octobre. Il me semble que ça serait intéressant, tu sais, parce qu'on parle à des personnes qui travaillent avec des ados, là, secondaire 4, secondaire 5. C'est un personnage qui peut, tu sais, c'est une vraie personne. Charles Hamelin, si vous savez pas c'est qui, c'est un Olympien en patinage de vitesse. C'est ça, hein, je ne me trompe pas de discipline. Bon. Je vais me tromper de nom. C'est un Olympien en patinage de vitesse puis selon ce qu'on a su, parce que c'est des ouvrages qu'on n'a pas encore eu l'occasion de lire, mais qui a vécu, entre autres, beaucoup d'intimidation dans sa jeunesse, qui parle aussi de son rapport avec ses parents, dans la compétition. C'est des personnes que, parfois, dans les biographies comme ça, je me dis, on peut aller chercher certaines biographies de personnalités qui sont significatives pour les jeunes. Dans les Olympiques, récemment, les jeunes ont pu le voir en fin de carrière, par exemple. Courte piste, merci Marie-Denis. Donc, d'aller voir aussi ce qui se fait de ce côté-là, ça peut les attirer, ça peut les intéresser, ça peut être aussi des personnes qui ont un impact sur leur vie finalement. Tu sais, en lisant cette biographie-là, ça peut donner l'idée de différents parcours. Il y a aussi un livre qui va paraître, ça c'est aux éditions La Presse. Il y a un autre livre qui va paraître aux éditions La Presse, puis OK, je vous en parle juste parce que moi j'aime ça, là, puis peut-être que ça pourrait vous intéresser ou intéresser certains ados, mais moi je suis une grande auditrice de balado et de radio. J'écoute vraiment beaucoup de radio, de balado, d'émissions enregistrées. D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais si vous en avez des élèves qui ont lu les 3 tomes de la série de Boucard Diouf puis qui ont lu le Bourlingueur, faites-leur écouter les balados de Boucard Diouf, les émissions enregistrées de La Nature selon Boucard. Vraiment, on est dans les mêmes sujets, dans les mêmes eaux, dans les mêmes intérêts. C'est intéressant. Moi, je trouve que ça montre aux jeunes aussi que si tu aimes les animaux, tu peux faire autre chose que devenir vétérinaire, là. Je sais pas, mais moi, on dirait que si j'avais su ça quand j'étais enfant, peut-être que je ne serais pas ici en train de vous parler puis que je serais biologiste. On dirait que je ne savais pas que ça existait, ce métier-là. Donc, de faire écouter comme ça des gens qui parlent de leur métier, je trouve que c'est vraiment inspirant. Je regrette toute ma vie. Non, c'est pas vrai. J'aime ce que je fais, ça me permet d'écouter des balados puis de lire des livres qui parlent de ça. Et donc, une balado que j'adore écouter, c'est Isabelle Richer, avec sa balado Ma version des faits sur les procès qu'elle a suivis au palais de justice. Bien, il va y avoir un ouvrage qui va paraître aux éditions Fides où Isabelle Richer raconte les procès qui ont le plus marqué sa carrière. Donc, ça peut être des sujets très durs qui vont être abordés, mais à ce qu'on a su, ça allait être divisé par chapitre, donc chaque chapitre parlant d'un procès particulier. Avec les plus vieux, encore une fois, il y a tellement une popularité autour du true crime, des balados, des émissions CSI, je ne sais pas trop quoi. Ça pourrait intéresser aussi certains ados qui s'intéressent à des sujets là, autour de la justice, des crimes, tout ça. Bon. Alors, je pense qu'il y a des titres comme ça vaut la peine des fois d'aller regarder dans les catalogues adultes, surtout quand on travaille avec des enfants, oui, de 16, 17, 18 ans. Là. Mais ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se fait de ce côté-là. Alors voilà, on a fait le premier panorama de la journée avec les éditions Fides et les éditions La Presse. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe à une petite pause? Bien, écoutez, premièrement, merci d'être parmi nous. Merci de suivre notre délire, l'aventure. On espère que vous découvrez ou redécouvrez autrement certains titres. Donc, encore une fois, l'offre des éditions Fides et de La Presse est vraiment en constante évolution et en développement. Donc, il nous étonne avec des nouveautés et puis je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, gardez ces éditeurs-là à vue, surtout comme Anne-Marie disait, avec vos ados, quand ils ont des
centres d'intérêt particuliers, amenez-les vers ça parce que c'est là que ça va être un peu plus spécifique pour entrer dans le vif du sujet, comme on dit. Nous vous remercions de votre participation. On se retrouve donc à 10h45. On vous laisse le temps d'aller vous ravitailler de café, d'eau, de muffins, de fruits et peut-être le temps de lire un album. Vous avez le 6 minutes. À tout de suite. À tout de suite.